Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère. Comme d'habitude, on commence avec le Fear and Greed Index, actuellement à 13 dans l'extrême peur. On gagne un petit point par rapport à hier. Le Social Index toujours bloqué à fond sur Up et le Market Order Flow actuellement dans le neutral. Je vous souhaite une bonne vidéo ainsi qu'un excellent week-end. C'était Zap Crypto. Alors, le Bitcoin, vous l'avez ici en mensuel log. Donc, ce qu'il faut voir, c'est ça. J'ai vu des articles comme quoi le Bitcoin pourrait descendre à 8000. Alors, 8000, c'est quelque part par là. Donc, 8000, c'est en dessous du bas du nuage. Donc, ça peut être effectivement un support. On peut aussi mettre ce genre de droite ici. Voilà. Hein. Ce qui voudrait dire que le Bitcoin, s'il voulait vraiment descendre, il pourrait descendre aussi à 5785, voire plus bas s'il descend un peu plus lentement comme ça, genre je descends ici, je passe par le nuage fin et puis j'atterris ici, donc vers, allez, on va dire 5000. Donc ce n'est pas une absurdité que de dire ça, je ne dis pas que c'est ce qui va se produire, je dis simplement que ce n'est pas absurde, techniquement parlant, bien évidemment. Alors mon collègue Vincent Gann a dit que si le Bitcoin arrivait sur les 10 000, c'est comme s'il valait zéro. Alors peut-être pas tout à fait quand même, mais voilà, on peut envisager qui descendent effectivement vers les 5000, ça ne serait pas totalement absurde. Alors, en ce qu'il en est de la situation actuelle, le problème qu'on a, il est là. C'est simple, on est en train de casser la Kijun mensuelle. Alors, sachant que nous sommes le 27 mai, qu'il reste 1, 2, 3, 4 sessions, je doute fort qu'on remonte au-dessus de la Kijun mensuelle en 4 séances. Hein. Donc, clairement, on va clôturer en dessous. Maintenant, l'idée, est-ce que le mois prochain, on remonte tester cette Kijun mensuelle qui est à 36 000 et quelques, hein, 36 700, 36 100, on va dire 36 000. Est-ce qu'on remonte la chercher sous forme de test de cassure, puisqu'on a cassé, hein, vous voyez que les mois ici, on a traversé, mais en clôture, on était au-dessus, mais là, en clôture, on va être en dessous. Donc, est-ce qu'on fait le test de cassure, on remonte? Ok, première hypothèse, si on fait ce mouvement-là, est-ce qu'on casse et on reprend la hausse et auquel cas la hausse ne se fera qu'au-dessus des 49 600 puisqu'il faudra casser la Tenkan, ou alors ben, ça résiste et à ce moment-là on peut descendre plus bas. Et vous voyez, c'est écrit sur l'écran qu'il n'y a strictement rien. C'est le vide sous la lagging span et sous les prix, hein, d'un point de vue long terme bien évidemment, avant les 10 380 qui correspond à ce niveau qui est relativement fort puisque c'est la Kijun sur le même plan qu'une SSB. Donc en Ishimoku, c'est un niveau qui est fort. C'est-à-dire qu'on a 3 Kijun sur le même niveau. Alors c'est déjà un niveau dont j'avais parlé pendant très longtemps quand j'ai commencé justement à tweeter sur les cryptos en disant on ne sera pas acheteur sur cet actif tant qu'on ne cassera pas ce niveau-là. Donc ça s'est cassé en juillet 2020. Et là, ben voilà. Voilà ce qui se passe. Est-ce qu'on va revenir jusqu'ici? Donc les 10 200 ne sont pas absurdes non plus. Je ne dis pas que c'est une certitude, je dis que c'est pas absurde. Il faut surveiller ce niveau de Kijun mensuel, les 36 000. Si on arrive à les reprendre, on aura la Tenkan ici à 48 000. Si on arrive à dépasser les 48 000, on aura les derniers points hauts. Mais enfin, grosso modo, si la Kijun mensuelle est sauvegardée, c'est-à-dire si on la reprend, à ce moment-là, on pourra considérer que ce mouvement est terminé et qu'on repartira à la hausse. Ceci a été initialement posté par TradingShot.encore et c'est vraiment cool. Ce que vous avez ici, c'est que sur le graphique de 2 jours, vous avez un modèle super intéressant en fait. Alors, durant le premier cycle haussier qu'on a vu pour le Bitcoin, qu'est-ce qu'on peut voir d'intéressant? Et cette ligne orange à propos est la moyenne mobile de 200 semaines, très importante, et ouais, c'est un peu la ligne que tout le monde regarde en ce moment parce que sur l'intervalle hebdomadaire, on n'en fait jamais clôturer en dessous de ce fameux niveau. Mais bref, ce que vous pouvez voir ici dans le premier cycle, c'est que ouais, vous avez eu cette consolidation sur le sommet, ok? Vous avez donc eu cette consolidation en partant du pic tout en haut du marché et en descendant au sein de ce triangle. Puis on a en fait chuté de ceci et on a formé un canal descendant approchant de la moyenne mobile de 200 semaines. Et aussi d'ailleurs, faites attention au RSI. Ici, le fait qu'on était en train de former des bas de plus en plus bas ici, on avait cette ligne de tendance et cette ligne de résistance. Et puis une fois qu'on a pu sortir de tout ceci juste là, eh bien en même temps on a atteint la moyenne mobile de 200 semaines, la ligne orange. Et là, c'est là qu'on a vraiment vu genre le fait que le Bitcoin commence à entrer dans la phase haussière du prochain cycle en fait. Et en 2017 et 2018, on a encore une fois eu la même chose. Donc ce que vous avez ici, c'est qu'on était à l'intérieur de ce triangle et on a finalement pu sortir de celui-ci, pareil que la fois d'avant. On voit aussi que sur le RSI, on a primé des sommets de plus en plus bas,
Puis, on a percé de ce fameux RSI, enfin on en est sorti, et au même moment on s'est heurté à la moyenne mobile de 200 semaines. Et regardez ça, à partir des triangles, on est passé de ce genre de canal descendant, nous menant à la moyenne mobile de 200 semaines une fois encore. Ok, ensuite, une fois qu'on a pu sortir du RSI, qu'on a donc eu une percée de la résistance, on a commencé à passer dans la prochaine phase haussière du marché. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut voir en ce moment? Est-ce qu'on a la même chose une fois encore? Eh bien, on a en fait quelque chose de semblable. Vous voyez une sorte de formation en triangle ici, c'est en fait pas la plus belle, c'est sûr, mais bon, néanmoins, c'est tout de même quelque chose qui ressemble à une formation triangulaire. Et ensuite, on a donc, on a ce canal descendant ici, ok? On n'a pas encore atteint la moyenne mobile de 200 semaines, mais sur le RSI, eh bien, on peut voir aussi qu'on imprime des sommets de plus en plus bas. Et donc, vous l'avez dans le mail, c'est exactement ce qu'on a pu voir durant les précédentes occasions que je vous ai montrées. On a donc des hauts plus bas ici, et on arrive à l'intérieur de ce canal. En fait, en gros, la chose la plus importante en ce moment, c'est qu'on est à l'intérieur de cette zone d'achat, à la buying zone. Ensuite, on passe sur les graphiques. J'en ai quelques-uns intéressants là. On a la moyenne mobile 200 qu'on en parle. On en parle souvent de cette moyenne mobile depuis longtemps. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'à chaque fois, hop, on revient tester ici 2 fois en 2015. Vous voyez, un premier bottom, un deuxième bottom, hop, on monte. Un premier bottom ici en 2018, un deuxième bottom pour le Corona, hop, on remonte. Et là, du coup, ce qu'il pourrait dire, c'est qu'on pourrait éventuellement faire ce scénario où en gros, hop, on fait un premier bottom ici. Donc actuellement, ce serait plutôt vers les 20 000, j'arrive 22 000, 25 000 dollars environ, ouais, ça doit être par là. Environ 20, un peu plus, hein, j'arrive 22 23 000 dollars. Et du coup, on rebondit comme on l'a fait ici, comme on l'a fait ici. Et après, on revient tester plus tard, pourquoi pas, genre fin 2022, vers les 30 000 dollars. Donc c'est pas un scénario du tout optimiste parce que ça veut dire que du coup fin de l'année on serait toujours au même point qu'on est actuellement, mais c'est vrai qu'au niveau de la moyenne mobile 200 en tout cas weekly ça se tient. Et là par contre je pense que ouais si fin de l'année 2022 on est toujours vers les 30 000 dollars voire en dessous, on pourra éventuellement enfin moi en tout cas je pense que je commencerai à parler de bear market. Après encore une fois voilà comme je l'ai expliqué, moi je reste sur mes deux scénarios où en fait tant qu'on reste au-delà du range qu'on forme depuis plus d'un an et demi, vous voyez le range qui est ici, avec le point bas, donc on est venu chercher une première fois ici, une deuxième fois là, et actuellement une troisième fois dessus. Tant qu'on tient ce range et qu'on ne le casse pas à la baisse, je suis toujours bullish. Par contre, si voilà, on vient casser ce range là qu'on forme depuis un an et demi, forcément là ce sera beaucoup moins bon quoi. Ensuite on a la courbe logarithmique aussi qui est vraiment intéressante. C'est de ça que je vous parlais aussi justement tout à l'heure, ça tombe bien. Mais la courbe logarithmique ici, le point bas qui sont là où à chaque fois oui, on arrive à rebondir, sauf pour le Corona on était passé légèrement en dessous, donc là on est pile dessus. Après, il y a différentes courbes logarithmiques et c'est ça aussi le problème. Vous voyez que par exemple, il y a celle-là avec le ruban de toutes les couleurs. Là, vous voyez que là, le bas de la courbe logarithmique est plutôt à 20 000 dollars. Et j'en ai même mis une autre qui était alors pas logarithmique, mais qui était à peu près similaire. Vous voyez, là, pareil, le bas est à 13 000 dollars. Donc en fait, chaque courbe logarithmique va avoir son point bas différent, suivant comment on les prend. Mais c'est vrai que celle-là, je trouve, elle est assez clean, assez propre. Et ce qui est intéressant, du coup, par rapport à ce que je disais, par rapport à savoir si Bitcoin est sous-évalué ou surévalué, moi, je regarde par rapport à la moyenne, en fait, de la courbe logarithmique. Et vous voyez que c'est la courbe qui est au milieu, ici, là. Qui est juste là, au milieu. Et en fait, c'est très simple, du coup, à voir. Et voilà que pour l'instant, on est plutôt bien en dessous, même. Donc, on est plutôt sous-évalué. C'est ce que disait un peu JP Morgan. Ensuite, donc ETH. Alors ETH, on va faire la même opération. Vous voyez qu'en mensuel, c'est assez désastreux. Il faut bien être d'accord sur la question. Hein, voilà. Donc ETH, ben, si ça veut continuer à couler à pic comme ça en prend l'allure actuellement, c'est 755. Donc on a 1750 aujourd'hui, et donc on pourrait aller chercher les 700, alors 763. Ici on a à la louche 712, donc on va dire les 700, on va arrondir les chiffres. On n'est plus à quelques dollars près à ce niveau-là. Donc voilà, 715, 720, ben on peut y aller. Hein. Donc même chose, est-ce qu'on fait le test de cassure? Alors ce que j'aime pas, c'est quand il y a des grandes bougies comme ça, parce que remonter tout ça, ça paraît assez improbable. Ou si on remonte tout ça, ça veut dire qu'on va repartir à la hausse, ça veut dire qu'il y a de la puissance acheteuse. Donc clairement, c'est pas pour repartir à la baisse. Donc là, en fait, je sens pas trop. Je pense que déjà, on va aller chercher les 100% qui sont à 1596 parce que déjà, la bougie, là, elle est vraiment descendante. Hein, on peut pas dire le contraire. J'ai deux bougies rouges, dont une qui casse. Donc même si on compte à partir de la cassure, parce que quelquefois, c'est ce qui se passe. Donc on peut compter 1, 2 et 3 rouges ici. Et ensuite 1, 2, 3. Donc aller chercher les 1,382 à 1170. C'est pas voilà, c'est pas loufoque à envisager. Puis si on a deux grandes rouges, hein, voilà, on peut aller chercher ce niveau-là, hein, des 750. Donc là, même chose pour le moment, on a vraiment un signal baissier, on a un signal vendeur hein, qui est donné ce mois-ci, hélas. Le dollar, vous le savez, quand le dollar est fort, c'est pas très bon pour les actifs à risque. Quand le dollar est faible, c'est plutôt très bon. Exemple ici, on a eu le bull market en 2007, on a eu un petit bull market ici aussi. Et est-ce qu'on n'aurait pas un gros bull market qui arrive? Est-ce qu'on n'aurait pas une petite... Il y a les planètes qui s'alignent, je ne sais pas, mais je vous parlais il y a une semaine, 2 semaines, qu'on était du coup sur un range, qu'on est venu prendre la liquidité au-dessus, qu'on va close
le mensuel dans 4 jours, et si on close ainsi, bah, c'est une déviation, exactement comme ce qu'on a fait au top sur BTC, ou qu'on pourrait faire ici. Et quand tu fais une déviation, généralement, l'objectif, c'est le bas de range. Alors bien sûr, il faut prendre des profits mid-range toujours, parce que ça t'offre quand même un risque-reward qui est quand même très important dans ce cas-là. Donc très clairement, c'est quelque chose que je pourrais prendre. Est-ce qu'on pourrait pas même carrément faire une autre déviation en bas pour intégrer plus tard et peut-être repéter à la hausse? Je ne sais pas. Mais quand je vois un truc comme ça, je vous montrais aussi le fameux TD9 ici, signal agressif, mais finalement pas tant que ça. En mensuel, on l'avait également en hebdomadaire, on l'a également en 3 jours. Ici, on l'avait également en daily. J'ai rarement vu ça. Donc très clairement, si on close en hebdo ici, je m'attends à ce que ça repète pas mal sur les actifs à risque et donc les cryptos. Et du coup, on aura une prise de liquidité générale sur les marchés. On va sur le dollar. Sur les SP, on a quand même bien dump. Il y a encore de la place en dessous, bien sûr. Mais si on fait ça sur les prochains mois, bah, ça peut être pas mal pour le marché des cryptos, en fait, tout simplement. Voilà. Donc j'aime beaucoup ce qu'on fait. J'aime beaucoup la mèche qu'on fait ici dans un range. C'est vraiment... bah, c'est bien. Quand t'es bull, c'est pas très bon. Généralement, tu sors ici. Justement, au niveau de la Google Trend, je vous expliquais que quand on a un crash, on a un pic d'audience. On l'a très bien ici. Regardez le crash qu'on a eu au niveau de l'UST, au niveau du marché global, vers mi-mai, le 8-14 mai. Et là, on a eu un pic de personnes qui sont revenues au niveau des réseaux. Et après, ça redescend direct. Et ce qui devrait se passer là, ça va continuer à descendre et même aller plus bas que les points qu'on avait ici durant fin 2021, début 2022. Parce que simplement, c'est là où le marché va ranger un peu et il risque de pas faire grand chose. Et du coup, c'est là où les gens vont être le moins intéressés au niveau des cryptos. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner 6 conseils pour survivre à un bear market. Alors ça fait maintenant plus de 6 mois que le BTC a touché son ATH aux alentours des 69 000 $, et depuis, eh bien, il n'a eu de cesse de chuter avec une baisse d'environ 60% de sa valeur. Et pourtant, le premier conseil que je donnerais, c'est tout simplement de dézoomer le graphique et de voir ici cette chute comme une opportunité, tout simplement parce que si on regarde depuis les précédentes années, on voit que sa valeur, eh bien, elle explose à la hausse durant toutes ces années. Même si on a eu des petites corrections en interne, donc des bear markets, on a fini par se relever et toujours aller beaucoup plus haut. Donc on peut partir de ce principe en se disant qu'une crise ici est en fait une opportunité qui permettra d'entrer très bas dans le marché pour revendre beaucoup plus haut. Donc très concrètement ici, pour moi, hors de question de vendre, on est déjà à 30 000 $, donc moins 60% comme j'ai dit en début de vidéo. Pensez bien que des personnes ont acheté ici et ont attendu, ont accumulé depuis cette chute, et bien ils n'ont pas revendu. Je pense personnellement qu'on est plus dans une phase d'accumulation pour acheter ici en DCA, comme j'ai déjà dit dans une précédente vidéo, et ensuite revendre beaucoup plus haut lorsqu'on repartira à la hausse. Donc mon conseil numéro 2, c'est bien sûr d'entrer en DCA ici, ou alors d'acheter sur les supports en daily ou en weekly. Moi sur le BTC, je pars toujours du principe que puisqu'on allait chercher les 69 000, on ira forcément retourner sur ce niveau un jour. Maintenant peut-être que je me trompe, mais c'est comme ça que je vois les choses. Je vois une opportunité de rentrer sur du DCA pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois avant de repartir vers un nouvel ATH et là commencer à prendre des profits et avoir fait au minimum un x2, un x3, un x4, etc. Alors évidemment, puisque nous sommes dans une période plutôt bear pour les crypto-monnaies, eh bien il va falloir générer un revenu passif, tout simplement essayer de les faire fructifier. Auriel Ohaillon, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui sur Grand Angle Crypto. Bonjour Grand Angle. On est très content de te recevoir parce que tu es le fondateur de Zengo, donc une société qui propose un wallet crypto d'un nouveau genre. Je l'ai téléchargé pour préparer l'interview, bien évidemment, pour voir un petit peu le produit. Et c'est vrai qu'il est très fluide parce que votre proposition, c'est du coup de simplifier au maximum ces wallets crypto qui peuvent être un petit peu complexes pour les novices avec ces 12 mots, les 24 mots, etc., etc. Et vous, du coup, la proposition, c'est de tout baser sur les données biométriques. Tu vas nous en dire, tu nous en diras plus plus tard, mais en tout cas, c'est un peu ça le pitch et la proposition de valeur de Zengo. Avant qu'on rentre dans les détails, est-ce que tu peux nous refaire un petit peu ton parcours, voilà, l'introduction de qui est Auriel? Alors, déjà, merci de me recevoir. Je suis super content d'être là. Moi, j'ai déjà 2 décennies dans la tech. C'est pour ça que j'ai des cheveux blancs. J'ai vu 3 révolutions technologiques. La première, c'est la naissance du web avec les ordinateurs et avec des ordinateurs. Et donc, c'était ma première expérience en tant qu'entrepreneur. J'avais déjà une expérience de créer une société qui, à l'époque, n'était qu'un site web. C'était un site web de jeu qui était financé par Ubisoft et qu'on a revendu quelques années plus tard. Après, j'ai quitté la France
À l'origine, j'ai raccourci un petit peu, j'avais travaillé dans des très grosses sociétés qui font des produits qu'on achète dans des supermarchés. C'est là que j'ai appris les règles du marketing. J'avais étudié dans une école de commerce, mais après ma première expérience d'entrepreneur, j'ai quitté la France, je suis parti vivre à Tel Aviv, en Israël, donc j'y suis depuis 18 ans. Et ma première expérience professionnelle là-bas, j'ai travaillé pour ICQ, qui était historiquement la première messagerie instantanée. Et pendant ce temps en Russie, le gouvernement serait sur le point d'autoriser les cryptos comme moyen de paiement international. C'est en tout cas ce que suggère Ivan Chebeskov, le chef de département de la politique financière du ministre des Finances, en déclarant que l'utilisation de monnaie numérique pour les paiements internationaux est une idée dont le ministère est actuellement en train de discuter activement. Et donc pour le moment, il n'y a aucun plan défini pour cette adoption, mais on voit que la Russie continue de montrer des signes d'intérêt pour les cryptos malgré le fait que la banque centrale du pays appelle toujours au bannissement des cryptos. Alors le listing était prévu le 27 mai, finalement il ne sera pas aujourd'hui, mais le listing sera demain à 8h heure FR, et ceci au minimum sur l'ensemble des exchanges qui ont décidé de participer à l'opération, donc du passage vers Terra Luna V2. Pour te simplifier la tâche, je t'ai tout simplement mis la liste des exchanges qui font partie de cette liste. Après, certains exchanges, on ne sait pas. Est-ce que Coinisk et Coinbase vont participer? A priori, en tout cas, ils n'ont pas participé à la mise en place de ce Luna V2. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer pour ces deux exchanges, mais les autres exchanges ont décidé de participer au jeu. Donc, si vous êtes sur Binance et que vous dites, mais mes Luna ont disparu, qu'est-ce qui se passe? Ce qui va se passer, tout simplement, vos anciens Luna vont devenir des Luna C, comme pour ceux qui sont sur KuCoin. KuCoin, depuis hier 17h, propose le Luna C, donc le Terra classique. Et ben, vos Luna vont réapparaître sur Binance, pas de panique, mais sous forme de Luna C. Et le Luna sera du coup le nouveau token. Voilà, regardez là, il y a eu un petit pic du Dogecoin, on est passé de 0,0118 à 0,85 en quelques temps. Pourquoi? Parce que Elon Musk a encore tweeté, cette fois pas sur Tesla mais sur SpaceX, sa société d'aérospatiale. Et en fait, il a dit que prochainement, voilà, regardez, il a dit bientôt on pourra acheter avec du Dogecoin des accessoires chez SpaceX, donc tout ce qui est produits dérivés de SpaceX, on pourra acheter tout ça en Dogecoin. Donc c'est pas quelque chose qui va changer la face du Dogecoin, mais voilà, le cours a bien pris. À chaque fois que Elon fait des tweets positifs sur le Dogecoin, c'est souvent comme ça que ça se passe, avec une montée du cours. Le web 2, c'est le web où tu en consultes, mais également le web où tu en crées. Tout le monde peut consulter des infos, mais tout le monde peut publier des infos. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Twitch, bref, ça c'est le web 2. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de centralisation, c'est-à-dire beaucoup de sociétés qui vont prendre tes informations, qui vont les revendre. Et d'un autre côté, c'est mal, parce qu'il y en a qui en abusent, et il y a eu des choses graves, comme Facebook qui mettait des publicités aux gens en fonction de leur centre d'intérêt pour leur donner l'impression que tel ou tel président est plus adapté à eux. Là, c'est grave, tu vois, c'est de la manipulation de masse. À l'inverse, des fois, c'est utile. Moi, je veux lancer ma marque de chaussures, j'ai envie de savoir si les gens veulent des chaussures vertes ou rouges. Du coup, je lance des sondages et j'achète de la donnée pour vendre des chaussures. Bref, plein de choses. Et ça, c'est le web 2. Donc, il y a des bonnes choses, il y a des mauvais, et surtout, il y a des abus. En attendant, les sociétés le font de plus en plus parce que c'est le seul moyen pour les très grosses boîtes d'être méga rentable. C'est ce qui rapporte le plus de pognon, en fait. Et là, tu as le web 3, où du coup, le web 3, le but, c'est que tu puisses consulter du contenu, produire du contenu, mais rester propriétaire de ce contenu. Et en gros, voir qui en abuse, qui le revend. Si t'as envie de le vendre, pourquoi pas? Internet a besoin de données, mais c'est à toi de le choisir. C'est pas à Facebook de vendre tes données, tu vois, c'est à toi de dire ok, je les vends ou je les vends pas. Bref, le Web 3, c'est ça. Le Web 3, c'est utiliser la blockchain pour que tu puisses rester propriétaire de ton contenu. On a SBF qui du coup est le PDG, le CEO de FTX, qui va dépenser $1 milliard aux élections américaines 2024. Il veut vraiment être bien vu, bien situé, et je pense qu'il a raison. Il faut jouer avec ça, il faut jouer avec les règles de la politique. Il faut y jouer, c'est-à-dire arroser certaines campagnes électorales pour pousser. Alors lui, je crois, il est plutôt du côté de Joe Biden, il me semble, et au moins ça permet, quand tu arroses une élection américaine, forcément le président après, grâce à toi, il a été plus ou moins élu parce que tu la mets bien au niveau de son élection américaine, donc il va vouloir te redonner en échange quelques trucs et être plus tranquille, par exemple sur la plateforme FTX. Donc c'est un peu salaud, c'est un peu de la magouille, mais je pense que pour FTX, c'est le mieux à faire. On débute les actualités du vendredi avec Stepn, qui n'est désormais plus le bienvenu en Chine. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Stepn est une application qui vous propose d'acheter des chaussures au format NFT et qui vous permettent de recevoir des tokens GST lorsque vous marchez ou vous courez.
Mais la Chine n'est visiblement pas fan du concept car les autorités ont imposé au projet de bloquer leurs utilisateurs sur le territoire chinois à partir du 15 juillet prochain. Et cette nouvelle a bien sûr eu un impact sur le cours du GMT ainsi que le GST, car le GMT est allé jusqu'à faire un moins 39% et le GST a été jusqu'à faire un moins 28% avant de rebondir. Bref, la Chine bannit le projet, mais ça ne change rien au fait que le projet est solide, et pour preuve, aujourd'hui on a une annonce de partenariat entre StepN et Alchemy Pay pour développer leur écosystème. Et pour rappel, Alchemy Pay est une société qui propose des services de paiement en ligne et hors ligne avec des fiat et des cryptos. Et donc ce partenariat va permettre aux détenteurs des jetons de StepN de pouvoir les dépenser en ligne et hors ligne chez les commerçants utilisant les services de paiement d'Alchemy Pay. Bref, vous l'avez compris, avec cette intégration, StepN donne encore plus de valeur au GMT qui peut désormais être dépensé dans le monde réel, et malgré le fait que la Chine bannisse leur application, le projet continue de se développer. Nous allons faire un grand tour de France qui s'appellera le Crypto Express et voilà. Voilà, donc le Crypto Express c'est un mix entre Pékin Express, le Tour de France et J'irai dormir chez vous. On va faire une vingtaine de villes en un mois avec un sac à dos. Une tente et tout le matériel pour pouvoir se balader et vous rencontrer. Voilà, filmer et puis on fera en fait un vlog après un montage qui sera publié sur cette chaîne. Il y aura une playlist dédiée au Crypto Express. Et alors bon, comment on va faire alors Martin? Pour commencer, on va faire quoi? On va d'abord vous voir tous sur Twitter. Et on a des notes. On va tous commencer en fait, on va commencer par tous vous piner en fait sur des messages sur Twitter, vous demander ville par ville, jour après jour, si on peut vous rencontrer, vous dire la date et puis essayer de régler des rendez-vous. Peut-être qu'on vous sollicitera aussi pour savoir quels sont les meilleurs espaces de camping. Et en fait on veut rencontrer tout le monde, des dégènes, des holders, des builders. Des associations, des clubs, des mineurs aussi, pourquoi pas, et d'autres investisseurs simplement pour aller rencontrer, voir dans quelles circonstances ils font leurs trades, ils font leurs investissements. Rencontrer l'écosystème, mais voilà, chez eux quoi. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.